fois, notamment la scalabilité, notamment quels sont les problèmes qui sont mis en évidence quand on a affaire à des applications réparties, d'accord, la qualité de service. Donc à chaque fois, on reprend un des points qu'on a évoqués ou qu'on n'a pas fini d'évoquer dans l'introduction générale. Donc on a introduit en introduction générale, on a parlé des caractéristiques des applications réparties, d'accord. Ensuite, on a parlé d'une technologie permettant de faire du réparti et du RMI, le Remote Method Invocation, et on a dit en particulier que le RMI est bien se charger se reposer plutôt sur le principe de sérialisation. D'accord, le principe de sérialisation. Et on a vu un cours rien que sur la sérialisation la semaine dernière. Et en fait, on a vu qu'il y a deux objectifs de la sérialisation, soit de pouvoir transporter un objet à travers le réseau, soit de pouvoir le sauvegarder sous un format numérique sur un support. Donc l'objectif de cette deuxième, donc le fait de le sauvegarder sur un disque dur, souvent c'est utilisé pour améliorer la scalabilité d'un système. Ça veut dire pour pouvoir swapper des objets en mémoire dans le disque dur quand ils sont inactifs. Ça permet de libérer de la mémoire des objets qui sont actifs. Donc vous savez tous que quand il y a des clients qui se connectent, il peut y avoir des clients qui restent inactifs à un moment donné. Par exemple, il consulte son compte, son solde bancaire, et après il ne fait rien. Après 5-10 minutes, il va faire un virement. Donc pendant ce temps où il est inactif, les objets qui sont distants, voilà, qui sont locaux, hein, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient RMI ou pas, eh bien, sont swappés sur le disque dur, permettant ainsi de libérer de la mémoire et d'utiliser au mieux les ressources disponibles. Vous remarquez donc que la sérialisation est un phénomène lié au réparti, mais ce n'est pas une technologie à proprement dite pour faire du réparti. Et c'est pour ça aujourd'hui aussi qu'on va évoquer l'aspect, la programmation qu'on appelle concurrentielle. Ce n'est pas vraiment du parallèle. Et on va parler des frais. Alors juste une question avant de démarrer. On a dit que l'un des objectifs, là je vais partager l'écran, enfin l'un des principes des applications réparties, c'est de garantir la transparence des ressources. Les ressources peuvent changer, d'accord, en impactant très faiblement le code. C'est le principe de la transparence. C'est transparence. Est-ce qu'on essaie de la garantir, même si elle n'est pas effectivement présente à 100%? Je m'explique. La ressource partagée, c'est l'objet en RMI. D'accord? Si jamais la localisation de l'objet change, l'objet n'est plus sur le serveur A, il devient sur le serveur B. Question. Hein? Il change de localisation. Qu'est-ce qui change? Allô? Qu'est-ce qui change? Donc je reprends ma question. Si jamais l'objet A n'est plus sur le serveur A, il se trouve sur le serveur B. مدام صباح الخير. سمحت لازم تعاودنا قبل حتى الكيستيون شنو قلت الجمله الاخرى خاطر صوتك قاسي شويه ما نجمش نسمعك جمله. Alors j'ai dit que l'un des principes des applications réparties telles qu'elles ont été définies, c'est la transparence. Je m'arrête à la transparence, c'est-à-dire de pouvoir changer la localisation des ressources en impactant peu ou pas le code. Donc, le RMI, ma question est, le RMI, si jamais l'objet réparti n'est plus sur le serveur A, on le met sur le serveur B. Qu'est-ce qui change? Le host, madame. Le host, c'est-à-dire plus précisément? Le lien d'accès du flux. Alors, il faut... Bien sûr, il change, mais fin, il change. Quelle instruction change?
Parce que là, ce que tu dis, on ne sait pas si c'est le serveur, si c'est le host qui change côté serveur, si c'est côté client. C'est trop flou. Ah, c'est côté client, باش نلقاو l'objet. Donc, كيفاش نلقاو l'objet? Par quelle commande? Madame Leila. Pardon. باللوكاب Hein? باللوكاب Lookup, voilà. Donc, le lookup, c'est une recherche. Le lookup, on le fait auprès de qui? À qui on demande de faire la recherche? du côté client Eh, côté client, mais le côté client qui a le lookup, il y a quelque chose. ال RME registry. Voilà, donc il y a le RMI Registry qui se trouve côté serveur. Donc, il y a une URL, oui ou non? Il y a un naming.lookup. En fait, il y a l'URL, ça veut dire l'adresse IP de qui? L'URL contient quoi? Il y a un naming.lookup en lui passant une URL. L'URL de qui? Du serveur. Plus précisément, l'URL du serveur qui héberge le registre. En fait, c'est un lookup auprès de l'annuaire. Et je lui passe donc l'adresse IP, voilà le host de l'annuaire, plus le nom de l'objet. D'accord? Donc je reprends, on s'adresse à un annuaire et on lui demande de chercher l'objet à partir de la ressource, plus généralement parlant, à partir de son URL. D'accord? Naming.lookup, c'est s'adresser à l'annuaire, et l'annuaire se trouve aussi côté serveur, il ne se trouve pas côté client. Donc si jamais l'objet change, qu'est-ce qui change? l'URL. L'URL, tout à fait, l'URL. En fait, on n'est pas vraiment dans la transparence à 100%, mais on s'approche du principe de la transparence tel qu'il est actuellement utilisé dans le monde du réparti. Déjà, le principe de transparence repose systématiquement, même de nos jours, sur l'utilisation d'un annuaire. Moi, quand je te demande, par exemple, de trouver une page internet qui parle des stubs dynamiques. Donc, trouve-moi une ressource sur internet qui parle et qui explique le stub dynamique. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu connais exactement la localisation de cette ressource? Non. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour trouver une ressource dont on ne sait pas où est-ce qu'elle se trouve? Juste écrire son nom. كيفاش écrire son nom où? أنا قلت لك par exemple ألقى لي un site web voilà une page web qui explique le stub dynamique. كيفاش نعمل؟ نتوما كيفاش تعملوا par exemple? نمشي moteur de recherche ونكتبوا معناها Voilà, c'est stub. tout à fait ça. Le moteur de recherche, ce n'est ni plus ni moins qu'une sorte d'annuaire. Enfin, c'est un moteur de recherche, il va faire une recherche et il va vous retourner les liens vers ces pages. Donc, c'est une garantie aussi de la transparence. Donc, il vous retourne une liste de liens. Quand vous cliquez sur le lien, vous trouvez la ressource. Donc, en fin de compte, Google, c'est quoi? Google, c'est simplement un annuaire dynamique parce qu'il n'a pas la liste déjà des inscrits. D'accord? Il va rechercher tous les sites référencés et vous les proposer selon des mots-clés. Donc, c'est le principe qu'on va retenir ultérieurement pour garantir la transparence. كيف كنقول لك توا كلمني ستاغ واعمل ريكلاماسيون شنو باش تعمل؟ تعرفوها ستاغ الموجودة نتوما؟ ستاغ تاع سونتر urbain نورمال
كيفاش تعملوا normalement quand on cherche à localiser une ressource dont on ignore la localisation? Et bien typiquement vous allez appeler l'annuaire de Tunisie Télécom, le 1200. تقول له بربي نحب نتصل بالستيك اعطيني نمرو على ادريستها. Donc il va vous retourner le numéro de téléphone et voilà l'adresse physique. Donc cette notion d'annuaire, on peut aussi considérer que Google c'est une sorte d'annuaire, c'est un moteur qui va vous trouver la localisation des pages à partir de mots-clés, vont permettre de garantir la transparence. Là, tout ce que vous connaissez de l'objet, c'est son URL. Bon, c'est vrai que si le host change, le serveur change, vous devez au moins connaître l'adresse IP. Mais on peut, plus tard, on va envisager des annuaires, vous introduisez des mots-clés, trouve-moi un objet qui fait une banque en ligne, et bien il va vous retourner les objets qui font une banque en ligne. Trouve-moi un objet qui est une calculatrice scientifique, qui va vous retourner les objets, les URL des objets qui sont une calculatrice scientifique. Après, on peut aller vers ce qu'on appelle le sémantique. Bon, mais on va s'arrêter là aujourd'hui. Donc, on va démarrer un nouveau concept. Il est très important de comprendre ces concepts dans le cas des applications réparties. C'est pas Maratamouche qui m'a RMI, mais qui m'a sérialisation. C'est un concept important à comprendre. Donc, déjà, pour les trades font partie du domaine de ce qu'on appelle la programmation concurrentielle, qui est presque parallèle. Alors, pour comprendre la programmation concurrentielle, il y a deux aspects à distinguer. Il y a le côté, le processus et le thread. Quand vous utilisez votre PC, vous lancez plusieurs processus qui tournent presque en parallèle, en fait en concurrentiel. Alors, les processus, en fait, viennent du fait que les systèmes d'exploitation, SE, c'est des systèmes d'exploitation, sont multitâches ou pseudo-multitâches. Ça veut dire quoi? Capable de déclencher plusieurs applications en parallèle et allouer une portion de temps d'utilisation du processeur à chaque application. Donc j'ai un seul processeur, par exemple dans votre PC, dans le mien aussi, il y a un seul processeur. Ils ne vont pas tourner tous en même temps, mais je vais allouer une portion de temps du processeur et lui demander d'exécuter, par exemple, PowerPoint. Et il peut exécuter une tâche de fond, par exemple, liée au téléchargement. Donc, en fin de compte, on est en train de partager de manière équitable, éventuellement pondérée par la notion de priorité, le processeur, ou le temps du processeur. En réalité, ces applications ne s'exécutent pas réellement en parallèle, mais à tour de rôle. Mais tout ma tfiqouch بالحكاية دي. Alors, chaque application est fréquemment interrompue par l'ordonnanceur, on utilise le mot ordonnanceur du système, qui va jouer le rôle d'arbitre en donnant la main aux applications à tour de rôle. Donc, c'est le cas de la majorité des systèmes d'exploitation, comme Windows, Unix, Linux, etc. Alors, donc chaque application que vous allez lancer s'exécute dans son propre environnement complet, dans son propre processus. Ça veut dire que le système lui réserve un espace mémoire, des registres de travail, un identifiant PID, parmi la liste des processus déclenchés en parallèle. Vous pouvez aussi utiliser des machines avec plusieurs processeurs et lancer dessus des applications multicorps. Et là, on est réellement dans le parallèle. Mais il faut que l'application fonctionne aussi en mode... donc, c'est de la programmation multiprocessus. Et quand la majorité des systèmes auxquels on a affaire, sauf si vous travaillez dans un laboratoire avec des machines réellement multicorps. Alors, par opposition à cette notion de processus, on considère qu'un processus, il est lourd à démarrer. Pourquoi? Parce qu'on doit lui réserver un espace de travail, des registres, un identifiant. Alors, par opposition, on va trouver les threads. Alors, donc, en revenant un petit peu, dans le système à base de processus, il est difficile de faire s'exécuter des activités d'une même application en parallèle. D'une même. Alors, dans son processus, une application s'exécute de manière linéaire et séquentielle du début à la fin. Donc, quand on a une application, une fois, par exemple, dit mail, chaque instruction du mail s'exécute l'une après l'autre. On parle de programmation séquentielle.
المين إذا بدا يمشي من l'instruction الأولى حتى آخر واحدة que ce soit en procédural ou en orienté objet. Alors pour qu'une application soit multitâche, il faut arriver à un découpage des activités différentes de la même application au sein de cette même application. Donc il faut que j'arrive à voir quelles sont les tâches qui peuvent s'exécuter en parallèle. D'accord. Et cette notion de sous-activité, ça veut dire des tâches que je peux déclencher en parallèle avec d'autres tâches, est appelée thread. Mais les threads s'exécutent au sein d'une même application principale. Bien sûr qu'il y a certains langages qui sont un peu vieux, qui m'a Ada, qui m'a Fortran, qui m'a d'autres langages, peuvent arriver à un découpage automatique des activités. Par exemple, à dire le code, on m'a identifié. Mais c'est vraiment très complexe à faire. Hein. Mais avec le langage orienté objet, le flux d'exécution est plus complexe. Il est impossible de nos jours de trouver une solution pour automatiser la parallélisation. Donc c'est aux développeurs d'identifier les tâches et de les paralléliser. Donc on ne parle pas de programmation parallèle, on parle de programmation concurrente pour déclenchement des activités en parallèle. Donc il existe par exemple en Java un package Java utile concurrent où vous avez tous les outils nécessaires pour une utilisation riche et approfondie de la programmation concurrentielle. Et donc en Java, pour résumer, si vous voulez faire la programmation en parallèle, on utilise la notion de thread. Alors un thread, c'est un fil d'activité qui possède un cycle de vie. C'est très important de le retenir. Il y a un cycle de vie. Un thread démarre, il peut fonctionner, il peut être en attente et il peut se terminer. Un thread peut lancer des threads fils. Alors, les threads sont, on va voir, très utilisés dans les applications réparties parce que notamment, ils vont permettre de répondre à des requêtes de manière plus optimale. Question, Lana? Allô? S'il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, donc je m'explique. Allez, on utilise dans les applications réparties. Qui me donne pour répartir un seul serveur. Par exemple, j'ai tout 10 requêtes. 10 requêtes. Alors, il peut avoir du code côté serveur qui traite la première requête. Une fois qu'il l'a fini, il traite la deuxième. Une fois qu'il a fini, il traite la troisième. Donc, le traitement des requêtes arrivant côté serveur se fait de manière séquentielle. Donc, que le premier et le deuxième soient servis pour qu'on arrive à lui répondre. Donc, du coup, on n'est pas en train de répondre à la notion de qualité de service liée aux applications réparties. C'est-à-dire, une application répartie doit continuer à répondre correctement, même quand il y a plusieurs clients. Et il y aura plusieurs clients. Le réparti, ça veut dire je mets un service quelque part où le client n'est à distance. Comment faire? Pourquoi les threads seront utiles? Parce que je peux lancer des threads pour traiter en parallèle chacune des requêtes. En pseudo-parallèle, je m'attends 3 requêtes, je vais lancer 3 threads. Chaque thread sera responsable de l'exécution de chaque requête. Ça veut dire que le troisième client n'aura pas à attendre la fin du traitement de la première et de la deuxième. Il y aura moins de temps d'attente. Donc c'est ça l'objectif un peu d'utiliser les threads pour améliorer les services rendus côté serveur. Alors, si on va matérialiser cette notion en Java, on peut considérer que Java, quand vous lancez un programme Java, vous avez au moins un thread qui s'exécute, c'est le thread principal, le main. Quand on exécute un programme Java, on va lancer un thread qui va exécuter les instructions du main. Alors maintenant, vous pouvez aussi créer vos propres threads. Alors, comment on fait? Allez, je passe un peu par le code pour après rentrer dans les détails un peu des optimisations de performance. Donc, il faut savoir qu'un thread est un objet de la classe thread qui existe par exemple en Java et que, par exemple, il existe 2 méthodes pour créer un thread. Soit vous instanciez un objet dérivé de la classe thread,
soit vous instanciez une classe qui implémente une interface qui s'appelle Runnable. Alors après, quand vous rentrez dans les détails du package Java Util Concurrent, il y a énormément de variantes. Mais nous, notre objectif, ce n'est pas de maîtriser les variantes, c'est de comprendre l'utilité d'un thread dans le cadre des applications réparties. Alors, si je prends la classe suivante, donc j'ai une classe basique, c'est un thread test qui hérite de thread. Il faut savoir que quand vous héritez, si vous voulez que cette classe fonctionne en tant que thread, vous devez polymorpher ou bien redéfinir la méthode run. Donc la méthode run, c'est le point d'entrée du thread. Quand le thread va s'exécuter, il va directement entrer dans la méthode run. Alors quel est l'objectif de ce thread? C'est d'afficher 10 fois i. Donc on fait une boucle pour i allant de 0, tant qu'il y a inférieur à 10, et plus, afficher i. Après, on a un main dans lequel on instancie deux threads de la classe thread test1, donc il y a le thread T1, thread T2. On va démarrer les threads. Attention, on ne démarre pas un thread en appelant la méthode run, c'est interdit. On le démarre en faisant T1.start. Et là, je démarre le deuxième thread, T2.start. Et là, il y a une boucle. Ça veut dire quoi? Il y a une boucle. Ça veut dire, imaginons que ici, dans le main, je vais aussi afficher, après le deuxième start, je vais faire une boucle. Alors, qu'est-ce que vous attendez comme sortie ici? Si je donc, je ne vais pas l'exécuter, je vais commencer par le compiler. Et en attendant, je vais vous poser une question. Quel est l'output? Ça veut dire quel est l'affichage une fois que j'exécute ce main. Donc, je vais le copier. Enregistrer. Madame, 2 من الآن secondes. للديس Hein? من الآن للديس دو فوا أما مدخلين بعضهم ولا كيف؟ أما داخلين بعضهم ولا كيفاش وهدايا. دونك أما الآن الديس داخلين بعضهم وهذه شنو نعملوا لها البوكل الثالث؟ هذيك تكزيكوت من الآخر بالكل. Elle s'exécute من الآخر الكل. خلينا نشوف. Donc en fait un 10 معناتها 3 1 17 c'est ce que tu هذه وحدها elle s'exécute في الآخر. لهنا عندنا 1 10 1 10 داخلين بعضهم c'est ça. مش سير. ماكش سير. Non plus. علاش en fait pourquoi cette réponse instinctive نقولوا نحن proposer cette réponse. Comme des éléments que tu arrives plus ou moins à palper ou qu'est-ce qui pourrait expliquer ce phénomène? Bien que هو الآن le 10 je suis pas d'accord, mais bon. Donc je vais compiler. عنده réponse واحدة أخرى. Donc سحبكم à proposer من الآن le 10 لهنا داخلين بعضهم ولهنا 1 le 10 dans l'ordre. مش الثلاثة يبدأ داخلين بعضهم بدايتها. C'est ce qu'on appelle entrelacé. Donc j'ai fait la remarque ou plutôt lundi vos camarades de RT2. Alors on va essayer, l'objectif aussi c'est d'enrichir votre champ lexical. D'accord? C'est-à-dire à chaque fois que vous me dites quelque chose, je vais la reformuler pour utiliser des mots un peu plus techniques. Donc, d'accord? Sinon, si on va tous utiliser les mêmes mots, on ne sortira pas avec une amélioration de l'ensemble des mots dont on dispose. Donc, on parle de output entrelacé, aléatoire entrelacé. Donc, comme il y a une proposition, il y aura un entrelacement de la sortie, un entrelacement aléatoire. Comme une deuxième proposition, c'est les trois qui sont entrelacés. Est-ce qu'il y a une autre proposition? En attendant que je corrige.
une autre proposition. Est-ce que la majorité sont avec la première ou la deuxième proposition? On est avec la première proposition, je suis avec la deuxième. Alors, au moins une personne. Voilà, je considère que vous êtes encore endormi. Mu'taz Bakouche. Oui, madame. Ah, et Mu'taz, tu es plutôt avec la première proposition ou la deuxième? La deuxième, peut-être entrelacé par Entrelacé, s'il vous plaît, entrelacé. entrelacé. Allez, bien. Est-ce que quelqu'un a une explication? Un début d'explication? Des éléments d'explication? Allez. خاطر قلنا باش يخدموا باراليل Donc, باش كل واحد باش ياخذ شويه وقت. effectivement, donc chaque thread, donc il y a un ordonnanceur. Quand je vais exécuter ce programme, il y a un ordonnanceur lié au système d'exploitation, il est dit Mamaoujoud. L'ordonnanceur, en fait, il a sous le coude un seul processeur. Il va allouer une portion de temps, le thread Lowlen, il va lui permettre de s'exécuter pendant un laps de temps. Ensuite, il va le stopper. Il va ensuite allouer un laps de temps, le thread Theni. Ensuite, il va le stopper. Il va allouer aussi un laps de temps au main. Le main entre en concurrence avec les deux threads Hedom. Grosso modo, il y a 3 threads. Le main, le T1 et le T2. Ils sont en concurrence. En concurrence par rapport à quoi? Par rapport au processeur. Ils veulent s'exécuter sur le processeur. Et c'est l'ordonnanceur qui va décider du temps alloué à chacun de ces threads, de manière aléatoire. Ça veut dire qu'il peut laisser le main exécuter 0, 1, 2, au bas de l'arrêter, ensuite demander à T2 de démarrer et lui laisser exécuter une seule fois, une seule itération, et ensuite allouer du temps à T1, il peut même lui laisser 4 itérations. Et à chaque fois que vous exécutez, vous allez obtenir un résultat différent. Donc Java, thread test, on va l'exécuter une première fois. Donc là, quand la valeur est petite, on ne remarque pas souvent l'entrelacement. D'accord? Mais on a l'impression que tout s'est bien passé. C'est une mauvaise impression. Hein? Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10. On a l'impression qu'il a fini T1. Au bas, il a fini T2. Au bas, il a fini le mai. Ce qui est vraiment... en fait, le petit temps alloué par le processeur a permis à chacun de s'exécuter. Donc, on va augmenter l'entrelacement du temps. Donc, kiff, hein, parce que quand on l'exécute, il faut peut-être augmenter le... Donc, ce qu'on va faire, c'est on va rajouter à chaque fois plus le thread.name. Alors, on va voir dans le Javadoc, est-ce qu'il y a une classe Java? Est-ce que dans la classe thread, on peut récupérer son nom, au moins pour distinguer? Donc, je vous rappelle que vous devez, même dans le cadre de l'atelier, avoir toujours sous le coude la doc plutôt. Donc, on va aller voir la doc. On peut même la voir sur Internet. Au moins, ça nous permet de voir l'entrelacement plus facilement. On peut peut-être le lancer sur NetBeans aussi. Des fois, ça permet de mieux. C'est plus visible. Donc, en même temps, je lance NetBeans et j'ai lancé index.html. Vous voyez un petit peu, j'arrive pas à remonter la trace suffisamment pour...
Bon, je vais juste arrêter le partage pour un moment. Ça devient trop long. Là, l'écran devient plus noir, donc. On va arrêter quelques autres applications. Donc, pourquoi j'ouvre le Javadoc pour voir s'il y a un moyen il y a un moyen, en fin de compte, pour détecter le nom de chaque thread. Je pense que thread.name ou quelque chose comme ça. Je pense que ça doit être thread.getName, mais je ne suis pas sûre. On arrive à distinguer chacun des threads, mais je dois vérifier ça. Si en attendant, quelqu'un a le... On peut vérifier. Une seconde. Madame thread.getID. GetID, c'est possible. Avec un entier, je pense. Hein. Donc, get current name and thread ID. Oui. Femme le nom aussi. Là. فما get name. Get name موجود. Hein. Current thread.current thread.get name. Donc, thread.current name. Voilà, on a le get ID. Get current thread. Voilà. Get name normalement. Return this thread name. Plus i. Comme ça, en fait, on va copier aussi ça. Compiler. Alors, on va faire avec NetBeans, l'entrelacement est mis en évidence même avec des boucles faibles. Donc ici, par exemple, on voit l'entrelacement. Par exemple, on voit qu'il y a le mail qui affiche 1000, le mail qui affiche 999. Avant, il y a un thread. Alors normalement, le mail, alors on n'arrive pas, ça c'est le nom du thread, l'autre c'est le même nom. On va utiliser le get ID. Hein. Donc on arrive à distinguer. Normalement, il y a un constructeur. Hein. On va utiliser le constructeur pour le passer. Est-ce qu'il y a un constructeur avec le nom du thread? On peut l'appeler thread 1. Le nom. Hein. Vous comprenez ce que j'ai fait, l'année? Parce que le main, il a un nom, et là, j'essaie d'attribuer un nom T1 et T2, c'est les threads. Donc, je vais recompiler. Alors, on ne peut pas avoir un constructeur. On va récupérer l'identifiant, plutôt. Parce qu'il n'y a pas de constructeur. Oui. Le get ID, c'est directement sur le get thread. Le get ID, c'est par rapport à quoi? مادام نجم نصنعو احنا كونستركتور خاطر الكلاس نتاعنا هي كلها. Ah oui, c'est vrai, c'est parce qu'on a un...
C'est vrai, hein, triangle. Donc on va faire un trait F1. F1 égale à nous. Je n'ai même pas réfléchi. Large qu'elle me retourne ce chemin-là. Je ne sais pas get name, est-ce que ça prend en considération ça? Plus. Non. Non. Oui, mais normalement, l'histoire. Non. Donc ici, on remarque que c'est le trait T1 qui est exécuté l'année à la fin, de 78 à etc. Ensuite, avant, il y avait le trait du main. Le T2, il doit être quelque part. Donc le T1 s'est exécuté une fois, ensuite le main a pris la main. Ça, c'est T1. Le main. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de T2 l'année? Je ne sais pas si je vois pas de T2. Bon, et là, c'est dû à quoi? Je sais. Non, souvent, c'est des phénomènes que... La console n'affiche pas l'historique M. Donc il faut qu'on arrive à voir T2. Vous voyez déjà un entrelacement entre le main et T1. Et T2 est abonné absent, donc on va plutôt l'exécuter ce code on va créer un projet. Donc dans ici on va créer une classe nouvelle Java class. On va l'appeler thread test 1. C'est cette ici. Voilà, T2 ici, on le voit apparaître à la fin. T2. Après, il y a eu le mail. Donc, T2, par exemple, l'année بدأ من 161. Donc, قبله فما الماil. قبله فما mail بدأ من 46. بعد قبله T1. Et avant le T1, etc., etc. Monter, avant le T1, il y avait le T2, le main, etc. Vous voyez, au début, من الأول خدا T2, بعد le main, بعد T1, بعد T2, main, T1, وبعد ça a changé. Et chaque fois que je réexécute, j'aurai un entrelacement différent. C'est jamais le même. Ça dépend parce que le système d'exploitation, il n'a pas que ces threads-là qui tournent. عنده le Word, عنده notification جاتو لهنا, عنده أنا نحمسكر على Excel, عنده ce qui se passe côté réseau. Donc, on ne peut jamais prévoir à l'avance quel sera l'output, la sortie sur la console, le résultat de l'exécution des threads. Qui m'a tous comme c'est l'ordonnanceur du système d'exploitation qui décide du temps alloué à chaque thread.
Est-ce que pour cette partie-là, on est d'accord? Donc, cette boucle-là entre en concurrence aussi avec ces deux autres threads. Ok. Donc, résumons un petit peu. La méthode run décrit le corps d'activité du thread. Donc, c'est le thread quand est-ce qu'il se termine? Quand on arrive à la fin de la méthode run. Et c'est une méthode qui est appelée implicitement lors du start du thread. On ne peut pas démarrer le thread en appelant le run, on démarre avec le start et le start lance le run. Et il y a une instantiation du thread comme un objet classique, Java standard. Alors si on crée donc un thread, c'est ce qu'on vient de voir, on observera un entrelacement et un autre terme aussi, une imbrication. Une imbrication des exécutions sur la trace. La trace peut dépendre de l'exécution. Car l'imbrication des activités des threads va dépendre des quantièmes alloués à chaque thread alternativement par le système d'exploitation et aussi des performances de votre machine. La trace que vous aurez sur votre machine n'est pas la même que la trace que j'ai sur ma machine. Donc ici, on observe une imbrication. Donc ça, c'est l'exécution du programme qu'on a vu précédemment. Alors maintenant, bien sûr, il y a énormément d'outils qui vont nous permettre un petit peu de contrôler l'exécution des threads. On va parler aussi de synchronisation. Et nous y reviendrons. Alors, et en termes de programmation, le résultat, c'est toujours le même. Mais vous pouvez aussi implémenter l'interface runnable. On peut hériter, ou on peut implémenter. Par exemple, ici, j'implémente thread, j'ai la méthode run. Et maintenant, comment est-ce que j'instancie des threads? J'appelle le constructeur de thread test2, et ensuite, j'instancie la classe thread qui existe dans le Java, je lui passe T1 et je lui fais un start. J'instancie notre thread, je lui passe T2 et un start. Ça veut dire que c'est comme si le constructeur de la classe thread attendait un objet qui implémente runnable. Tout simplement. Et souvent, cette méthode est utilisée parce qu'elle est plus propre conceptuellement parlant. Bien sûr, aussi, on peut se poser des questions. Est-ce que j'hérite de la classe thread ou je contiens un thread? Vous pouvez soit hériter, soit agréger un thread. Ça, c'est des variantes de programmation, oui. Madame فهمتيش نتاع thread T1 L'implémentation de l'interface. اللي كنت عم فيها نتاع حطيت runnable وعملت thread D1 start شنو يعمل شنو الفرق؟ En termes de résultats, ما فما حتى فرق. D'accord? ما فما حتى فرق. Ça veut dire que, en tant que développeur, tu as deux choix possibles. Soit tu hérites, soit tu implémentes. En fait, on évite d'hériter à l'âge. Quand on hérite, toutes les méthodes héritées, quand tu fais ce code-là, la classe thread, c'est une classe très très riche. Il y a des centaines et des centaines de méthodes. Ça veut dire que thread test 1 hérite aussi de toutes les méthodes de thread. Celles qui sont utiles et celles qui ne sont pas utiles. D'accord? Alors qu'on considère que implémenter va rendre visible uniquement la méthode run. Ça veut dire que c'est une classe plus propre, puisqu'elle implémente, elle redéfinit la méthode run, et c'est tout. Ah d'accord, madame, merci. Voilà. En termes de programmation, c'est un peu plus propre. Et en termes de résultats, c'est la même chose. Mais on va voir aussi plus tard qu'on peut créer ce qu'on appelle des pools de threads, et il y a des classes qui n'attendent que cette catégorie-là de programmation. Qu'on appelle des piles de threads. Des piles de threads, des classes موجودين في Java Util Concurrent. Et à ces classes-là, je ne peux passer que des threads qui utilisent la deuxième méthode. Donc, كيف ما أنت وقت اللي تعمل ta classe مثلا un string spécifique, تعمل extend string, ta nouvelle classe string spécifique va hériter de toutes les méthodes de string. وأنت باش تزيد مثلا تزيد d'autres méthodes. Ou elle, tu peux avoir string spécifique qui inclut la classe string et qui fait des modifications à les comportements de la classe string héritée. En fait, c'est comme si tu limitais le nombre de méthodes visibles.
Bref. Donc ici, vous pouvez soit hériter, soit créer une autre manière de faire, qui a absolument le même résultat, implémenter Runnable. D'accord? On va dire soit vous pouvez faire ça, ou ça, ou ça. Et l'interface Runnable, c'est une et une seule méthode, c'est Run. Là, tu as des centaines de méthodes, ou le مهم هي Run. Là, tu as une et une seule méthode, qui est Run. Donc la classe thread est une classe très riche, elle s'enrichit tout le temps, mais c'est une des classes les plus délicates. Et là, on peut voir par exemple qu'il y a des constantes. Priorité minimale, c'est 1. Normal priority 5. Maximum priority égale 10. Alors ça veut dire quoi les priorités? Ça veut dire que vous allez attribuer une priorité à un thread que vous allez démarrer, mais ça ne veut pas dire que quand vous lui attribuez 10, que ce sera systématiquement lui qui va être pris en charge par l'ordonnanceur. Mais vous améliorez la probabilité. C'est des probabilités qui augmentent. Que l'ordonnanceur lui donne la main sur le processus. Donc ce n'est pas une garantie à 1000%, mais il a plus de chances de. D'accord? Voici toutes les méthodes de thread, mais des méthodes ça change tout le temps. مثلا yield et deprecate, obsolète. Vous déconseillez d'utiliser. Il y a sleep, on peut endormir le thread, il y a des constructeurs, on démarre le thread, on démarre toujours par start, on n'utilise jamais le run. Stop aussi est deprecated, on considère que arrêter un thread, ça introduit vraiment, c'est une source de problèmes énormes. Donc ils ont décidé que le yield, on va voir ce que c'est, voilà le stop, on déconseille aux développeurs d'utiliser. Parce que ça va laisser le système dans un état instable. On peut vérifier s'il est vivant ou pas, sa méthode run est en cours d'exécution ou pas, and so on and so forth. Donc c'est des dizaines de méthodes, vous avez le Javadoc. Maintenant revenons un petit peu au cycle de vie. Les cycles de vie, je peux vous donner des images qui m'aident très peu détaillées. On va voir ultérieurement, quand on va parler de la synchronisation de cycle de vie, on va zoomer encore plus. Donc si je regarde le cycle de vie d'une manière basique, un thread, il est instancié. Donc vous avez instancié un thread avec le constructeur de l'opérateur new. Vous l'avez démarré avec le start. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que réellement, c'est très approximatif. Il n'est pas directement en marche. Mais c'est l'ordonnanceur qui va décider quand est-ce qu'il va le mettre en marche. Donc, quelque part, il rentre en lice. On coule en lice, EN, espace LICE, en lice. Mais c'est l'ordonnanceur qui dit le processus ou elle. Donc, quelque part, c'est approximatif. On peut le dissocier en deux parties, en lice ou en marche. Alors, on peut arrêter le thread. Moi, je ne vais pas le stopper. Hein. Comment est-ce que je peux, entre guillemets, l'arrêter? Soit en faisant le wait pour le stun, on va voir dans quel cas, soit je peux l'endormir pendant un laps de temps, et autre pas en marche. Ou qui fois par exemple le laps de temps de sleep à 10 millisecondes, qui fait agent, mais agent en marche directement, et agent en lice, et agent en concurrence avec les autres threads pour l'ordonnanceur. Alors, quand est-ce qu'il se termine? Quand la méthode run est terminée. Il n'y a pas de stop. Donc, en fin de compte, si je corrige ou je rectifie un petit peu ce slide, il y a un nouveau thread qui est instancié. Il est en lice, il est en marche, il n'est pas en marche, il est terminé. Et là, on est un peu plus près de la réalité. Effectivement, on est un peu plus près. Parce qu'on voit des états plus précis. Je crée le thread, je l'instancie, je fais un start, il est prêt, ready, il est en lice. Après, l'ordonnanceur décide s'il va être en CPU ou pas. Ce chemin-là, c'est l'ordonnanceur. Avant les précédentes versions de Java, on pouvait faire un yield. Un yield, ça veut dire à l'ordonnanceur, rajout en lice. Mais ça, c'est un risque énorme, donc on n'a plus le droit d'utiliser cette méthode. Donc tout ce chemin-là, le prêt, le CPU le prêt, il est géré uniquement par l'ordonnanceur. Le développeur n'a plus la main dessus.
Ok, le bloc c'est un boîte noire, بالنسبة لكم انتوما. La fin du code correspond à la fin de la méthode run. Le thread se termine. Il y a deux autres états maintenant qu'on va voir aussi. Il est bloqué. Il est bloqué. Il y a deux manières de le bloquer. Alors, le bloquer immédiatement en CPU, on wait, stun ou la sleep. On va voir aussi qu'il y a une autre méthode qui est join. Il stun à la fin de notre thread et reste bloqué en attendant la fin de notre thread. Et donc, comme je vous détaille, le wait, le join et le sleep. وقتاش نخرجوا من l'état bloqué, soit par une interruption, soit par un notify, une notification qui يرجع من l'état هذا mais يرجعش en CPU et يرجع après. Kif, on a des méthodes qu'on va voir aussi dans un autre chapitre, il y a le read ou l'accept, qui vont le rentrer dans un état bloqué. وقتاش يخرج من l'état bloqué, quand il va se passer un phénomène. C'est pas le notify, mais il va lire quelque chose ou accepter quelque chose. Il va se débloquer, il va rentrer en prêt. Donc remarquez que la sortie de ces deux états les mène systématiquement après, ne l'emmène pas en CPU. Donc ici, on est un peu plus proche de la réalité que le schéma précédent. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans la problématique qui nous intéresse. À savoir, on va imaginer qu'il y ait un accès concurrent à une pile, à une ressource unique. Une seule ressource unique, matérialisée ici par une pile. Je n'ai une pile, ça peut être une pile d'entier, une pile de compte bancaire, whatever. Alors, c'est une pile, si on la représente de la manière la plus simple, elle ressemblerait à ça. En anglais, ça donne stack. Avec le sommet de la pile, le tableau, qui est un tableau de char, une méthode pour empiler les push. Elle met le caractère C dans le tableau et elle incrémente le sommet de la pile. Ça veut dire la première case vide. Ensuite, le pop qui fait décrémenter le curseur et puis nous retourne le caractère se trouvant au sommet de la pile. Donc, il n'y a pas plus simple que cette fameuse pile. OK. Maintenant, imaginons qu'il y ait deux threads qui accèdent à cette instance unique. L'un pousse, l'autre, donc l'un fait un push, l'autre fait un pop. Ou d'ailleurs, les deux peuvent faire un pop, ou les deux peuvent faire un push. C'est pas lié au fait que l'un dit le pop ou l'autre push. Qu'est-ce qui va se passer dans la pile? Est-ce que vous pouvez me donner, imaginer, donc vous avez deux threads, imaginez cette instance de pile, une seule instance unique, واحد يعبي والآخر يفرغ ولا زوز يعبي. Alors je vais vous laisser réfléchir ici et je reviens dans une minute. Donc observez et prévoyez ce qui va se passer.
Alors, je suis de retour. Est-ce que vous avez réfléchi à ce qui pourrait un petit peu se passer si deux threads, nos threads de tout à l'heure, واحد en pile ou l'autre des piles? Est-ce qu'il y a une proposition? Mouaz, Amine, Rawa, je connais Khamar. مادام Oui. ماشي نقعد ديبيلي على برشا مرات حتى كان نبدا فارغ كيفاش؟ يجب نقعد ديبيلي برشا مرات حتى كان نبدا فارغ أكثر من supposons اللي معيش مشكلة في الديبيلي برشا مرات اللي نفرغ. Donc supposons qu'on حتى reste تبدا toujours فارغة مادام حتى تبدا فارغ حتى يولي الاندكس واحد. لا معناتها ميم كو تبدا فارغة هو يديبيلي. C'est pas exactement le problème. معناتها ناخذ حتى ان كا لاهيش فارغة لاهي معناتها j'ai compris le problème mais c'est plus général que ça. مدام كيف مدام وحدي نفرضوا هو ياخذ مثلا اللي باش يعمل بوش يمشي يحط في الاندكس الاخراني بالكل معناها سي ومن بعد من غير ما يعمل اي دي اكس بلس بلس الثريد الاخر يبدا يخدم دونك يجي باش يعمل بوب ياخذ اللي قبل الاخر مش الاخر. C'est tout à fait ça. Sauf que ça peut s'appliquer même quand l'index est à 1 ou à 2 ou à 3. On a l'index il est normal. Ça peut se passer, c'est effectivement ça. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'a dit votre camarade. Donc, si je matérialise je vous explique ce qui se passe là, avec une figure. معاش كنفهمتوش قال صاحبكم ولا تحبوا يعاود؟ فهمناه سوا فهمتوا ça va. Donc, on va faire un petit schéma. En fait, il faut s'imaginer la pile ici. Et vous avez un thread, deux threads qui sont en concurrence ici. Que ce soit l'un, indépendamment du job que font les threads. D'accord? Les deux ont accès à cette ressource commune. Ils travaillent les deux sur la même stack. Alors, si on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, imaginons que le premier thread, à un moment donné, fait un push. Il est en train de faire un push. D'accord? Il a fait cette instruction où l'index fait 2. Data de 2 égale à C. Et là, l'ordonnanceur décide de l'interrompre. Il n'a pas eu le temps d'incrémenter l'index. Donc, il a mis dans la case 2 un caractère et il n'a pas incrémenté le curseur. Maintenant, l'ordonnanceur décide de donner la main à l'autre thread. L'autre thread va trouver l'index à quoi? À 2. Il va faire index moins 1 à 1. Il va retourner le caractère dans l'index 1. Alors qu'il y a eu, en théorie, un pop qui a été fait. Donc le fait que je peux interrompre, c'est pas parce que j'ai une méthode que je vais... L'ordonnanceur ne va pas s'arrêter. L'ordonnanceur peut décider d'arrêter au beau milieu du travail. Et ce résultat-là, le fait que je puisse interrompre, va laisser ce qui est expliqué, va laisser la pile dans un état absolument incohérent. L'index peut ne pas correspondre à ce qui est réellement existant dans la pile. Alors la question est, voici une explication, d'accord? Il n'y a plus de cohérence dans la pile. Donc c'est des slides qui expliquent ce qu'on vient de dire ici. Donc c'est effectivement, dès lors que vous allez travailler déjà dans la répartie d'une manière générale, vous allez systématiquement vous poser la question. Et que se passe-t-il si une ressource unique est attaquée par plusieurs demandes, notamment par plusieurs threads? D'accord? Donc il faut absolument protéger cette ressource unique. Protéger pour qu'elle soit toujours dans un état cohérent. D'accord? Il existe, selon tous les langages, toutes les technologies ont réfléchi à ce problème. Mais moi, je vais vous montrer une solution plutôt liée au langage Java.
ça veut dire une solution permettant de protéger les ressources fragiles. Critiques plutôt que fragiles. Critical, importante. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que cette pile, quel que soit le nombre de threads qui accèdent, soit toujours et reste toujours dans un état cohérent? Eh bien, pour cela, on va agir sur les méthodes. On va agir sur les méthodes, ça veut dire que on va modifier la méthode push, par exemple, et on va rajouter le bloc synchronize this entre les deux instructions. Et remarquez que ce bout de code-là va être absolument équivalent à un autre bout de code, mais on va le comprendre ultérieurement. Je vais synchronize this. قلتوهاش déjà عندكم شي فكرة. معناها ان ثريد يدخل البلوك هذا على فوق. Effectivement, علاش un thread يدخل البلوك هذا على فوق, on va comprendre pourquoi. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir un petit peu aux bases. Donc, il faut savoir que, quel que soit l'objet que vous instanciez en Java, quel que soit, sauf les types primitifs, les int, float, des minuscules, toutes les instances de classe vont posséder un verrou, naturellement. À chaque fois que vous instanciez un objet, Java va lui attribuer un verrou. Et en fait, le synchronized va vous permettre de manipuler ce verrou, de le prendre ou de le lâcher. C'est-à-dire qu'avant le synchronized this, le thread, la méthode push, le verrou a l'objet, this, la pile, la stack. Puisque this, est موجود في classe stack. Donc quand il commence cette première ligne-là, le verrou est encore dans la stack. Quand il rentre dans le bloc synchronize this, il va extraire le verrou de la stack et le thread, disons qu'il va le prendre. Le thread T1 a le verrou. Quand est-ce qu'il lâche le verrou? Quand il va finir le bloc synchronized. Le verrou revient à l'objet. Donc le synchronize permet de prendre et de relâcher. L'entrée dans un bloc synchronized prend le verrou, la sortie du bloc le lâche. Ok? Donc ici, quand on rentre dans un bloc synchronized, l'objet n'a plus le verrou. Le verrou est chez le thread. Alors, comment est-ce que ça permet de résoudre mon problème? Ça résout mon problème si, bien sûr, je peux mettre synchronized push. Mais si je ne mets pas synchronized pop, que va-t-il se passer? Donc, si la pop reste normale, que va-t-il se passer? Ma fille synchronized. Que va-t-il se passer? Suppose on a واحدة synchronized والأخرى لا. Est-ce que حليت مشكلتي? Le problème persiste. Le problème persiste parce que la deuxième méthode, par exemple la pop, ne va pas demander le verrou. Donc, que l'objet a un verrou, ما عندوش verrou, ديما باش تخدم. Donc, on va l'interrompre. Donc, ça marche. Quand est-ce que ça marche? Ça marche si les deux méthodes sont synchronized. Ça veut dire quoi, les deux méthodes sont synchronized? Ça veut dire que même la méthode, وقت اللي تدخل méthode pop, الثريد الأولاني دخل في البوش، خدا الفيرو، عادي يخدم. Le processeur a décidé, l'ordonnanceur du processeur a décidé de l'interrompre. Le verrou عند شكون؟ Je reprends. عند ثريد لو. عند الثريد الأول، الثريد الأول بدا يخدم، عيط للميثود push اللي هي synchronized، دونك خدا الفيرو، بدا يخدم. باهي، الأوردونانسور قرر باش يوقف. عطاه لما للثريد الثاني اللي هو يعمل بوب. البوب هي بدا سينكرونايزد، معناتها الثريد الثاني باش يطلب الفيرو من لوبجي. اسكو باش يلقاه؟ ليه ما ينجمش يدخل Donc il ne va pas trouver le verrou puisque le verrou est chez le thread 1. Donc l'ordonnanceur, il ne va rien faire. Donc le deuxième thread va rien faire. L'ordonnanceur va redonner la main
à quoi? Au thread T1, au bout d'un certain temps. Le thread T1 va finir son job. Il va retourner le verrou à l'objet. L'ordonnanceur décide de donner la main au thread T2. Le thread T2, le bloc synchronize. Ah, maintenant, la stack possède le verrou, donc il va l'extraire. Il va commencer à travailler. Soit il finit normalement, soit l'ordonnanceur décide de l'arrêter. Donc, même si l'autre veut faire un push, il ne va pas le faire parce qu'il n'a pas le verrou. Donc, je résume. Quand une méthode est synchronized, cette méthode va interagir avec le verrou. Donc, quand on rentre plutôt dans un bloc synchronized, on va prendre le verrou de l'objet qui est en paramètre. Je vais le prendre. Je vais le relâcher uniquement à la fin. Mais je peux être interrompu là. Ça ne signifie pas que je ne suis pas interrompu. Je vais être interrompu. Mais quand on m'interrompt, j'ai le verrou. L'objet il ne peut pas le faire. D'accord? Bien sûr, donc ce qui permet de garantir la cohérence de la ressource partagée. Mais on va voir aussi que ça peut ralentir si on ne programme pas correctement aussi, parce qu'il y a d'autres outils qui vont nous permettre d'améliorer les performances. Tant que j'ai le verrou, حد ما يجم يخدم عليه حتى. وكيف نرجع الفيرو il se peut الاخرين ما يفيقوش rapidement يقعدوا راقدين alors que انا رجعت الفيرو. Il faut trouver un moyen que dès que نرجع الفيرو الناس كل اللي يحب على الفيرو يفيق. Parce que si je ne le fais pas aussi correctement, les performances du système peuvent se dégrader très rapidement. Donc c'est ce qui est expliqué ici. Lorsque le thread tente d'exécuter l'instruction synchronize, il essaie d'enlever l'indicateur de verrouillage, l'objet 10. L'indicateur étant absent, l'exécution avorte et le thread vient se joindre ce qu'on appelle à une liste d'attente. Il y a une liste d'attente de thread et liste le verrou headache. Donc pour chaque objet, on a une liste d'attente des threads et liste le verrou. Donc dès que l'indicateur est retourné, il faut en théorie, on va avoir les moyens, réveiller tous les threads qui sont dans cette liste d'attente. Je me radouche les qdin akthar min lazim. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle l'indicateur de verrouillage. Donc l'indicateur de verrouillage est restitué à l'objet dès que le thread finit le bloc synchronized. Donc attention, dès lors qu'on commence à travailler avec des threads et manipuler les verrous, si vous ne le faites pas proprement, vous risquez de faire tomber les performances du système très rapidement. Et même chez les répartis, on doit pouvoir garder les mêmes performances, quel que soit le nombre de requêtes. Bon. Alors, ce que je voulais attirer votre attention sur côté syntaxe. Vous pouvez trouver cette syntaxe l'année public void push avec synchronize 10, prendre le verrou sur le 10, sur l'objet stack. Et ça, cette syntaxe-là est absolument équivalente à public synchronized void push char c. Donc le synchronized, je le mets dans l'entête. Quand le 10, un 4e femme 10, vous pouvez aussi faire un synchronize sur un attribut en particulier. مش الكل. عطا une classe مثلا فيها 2 attributs, واحد critique ou l'autre مش critique. Je peux faire synchronize uniquement sur l'attribut critique. Mais si c'est sur le 10, alors j'ai le droit de la mettre dans l'entête de la méthode. Alors, pourquoi choisir donc une méthode plutôt qu'une autre? Je le mets dans l'entête ou bien je mets synchronize entre parenthèses le 10. Donc l'utilisation de synchronize en tant que modificateur de méthode convertit toute la méthode en un bloc synchronisé. Ça veut dire que je vais garder le verrou tant que l'objet est accédé, s'éternisant au-delà du nécessaire. S'il y a d'autres threads qui manipulent une portion non critique, je vais aussi les bloquer. D'accord? Et si je bloque tout le monde, je peux rentrer dans un deadlock. Donc il faut bien essayer de tuner au mieux
Si c'est toute la méthode qui est critique, ok, mais s'il n'y a qu'un seul attribut critique, alors évitez de mettre le synchronize dans l'entête. Alors, bon, je vais vous laisser lire à tête reposée le fameux problème du deadlock. Donc, on peut rentrer aussi dans un deadlock, ça veut dire que les threads vont se bloquer mutuellement, on ne va jamais avancer. Maintenant, je vais vous laisser, on va parler justement de comment on va améliorer la performance. Et pour cela, on prend tout simplement le fameux problème dans le dîner des philosophes. Je vais plutôt le matérialiser par des personnes qui travaillent ensemble. L'un lave la vaisselle et l'autre l'essuie. J'ai un égouttoir. Un égouttoir, c'est l'endroit où je vais mettre la vaisselle. واحد يغسل la vaisselle, lave, et l'autre et la met dans l'égouttoir, d'accord? Et l'autre prend la vaisselle de l'égouttoir et l'essuie. Et la range, bien sûr. On va supposer qu'il y a 2 threads. On peut généraliser aussi à n threads. Ce qu'on appelle des threads producteurs, ceux qui produisent la vaisselle et la mettent dans l'égouttoir. Et il y a des threads consommateurs, ceux qui vont vider l'égouttoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer déjà? C'est que si l'égouttoir est plein, je dois demander au producteur de s'arrêter. Et si l'égouttoir est vide, il faut que quoi? Il faut que le consommateur s'arrête. Et il faudrait aussi, pour améliorer les performances, que dès lors que je mets quelque chose dans l'égouttoir, je réveille le consommateur pour qu'il l'essuie. Ça en termes de tuning, d'amélioration des performances. Comme des cas extrêmes, ou aussi, dès qu'il y a quelque chose, je dois notifier tous les consommateurs. Et vice-versa. Dès que j'essuie, j'essuie et je vide une place, il faut que je dise au producteur, tu as une place disponible, tu peux laver. Alors, est-ce que le problème est un peu clair pour vous? Allô? Oui, madame, c'est clair. C'est clair. D'accord. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, revenant sur un point, c'est que chaque objet, chaque instance d'objet, elle va posséder 2 files d'attente. Il y a les threads d'attente qui attendent le verrou. يستناو le verrouillage à l'objet. Et ce sont des threads qui attendent parce qu'ils sont rentrés dans le bloc synchronize de malqaouch le verrou. Et on va voir qu'il y a une deuxième file d'attente qui sert plutôt à gérer des mécanismes qu'on appelle le wait et le notify. استنى وفيق. Wait quand l'égouttoir est plein et notify quand il y a une place qui se vide. Alors, il faut savoir que les méthodes wait et notify, est-ce que sont plutôt, je pose une question, notify, notify all, on va les détailler, hein. Est-ce que sont plutôt des classes du thread ou la classe de l'objet? Donc, je résume ce que je viens de dire. Chaque instance Java a 2 files d'attente. واحدة يجيو فيها les threads اللي يستناو في الفيرو وواحدة les threads في الويت. وقتاش يخرج الثريد اللي فوالا لي ثريد اللي من الويت كيفاش نخرجهم من الويت بالنوتيفاي. Ma question est à quelle classe appartiennent les méthodes wait et notify? thread مش يفيقهم سور ولا ماكش سور؟ معناتها جوست نسأل فيك، نسأل اسكو في الجافا دوك اسكو الويت et les notify font l'objet de thread de la classe thread ou d'une autre classe? حسب تخمين لا أنا نسأل فيكم معناتها نسأل فيكم. جو reprends شفنا نحن توا. اسكو واحد ينجم يحل الجافا دوك ويقول لي wait et notify est-ce que ce sont des méthodes Madame l'objet classe. De la classe object. Donc c'est l'objet, c'est la classe object de Java qui possède les méthodes wait et notify. C'est important comme remarque là. Donc,
c'est l'objet qui va dire stanna et c'est l'objet qui fait. Stanna, wait, l'égouttoir est plein. Donc c'est l'égouttoir qui décide au thread de s'arrêter parce qu'il est plein. Ou elle de se réveiller parce qu'il est vide. Ou elle parce qu'il a une case vide. Donc ce ne sont pas les threads qui se mettent en wait ou qui se notifient eux-mêmes. C'est l'objet qui gère en fait les threads qui cherchent à le manipuler. Et ce qui est la logique même. Donc si on regarde un petit peu le Javadoc, c'est naturel quand on y pense. استنى راني saturé وإلا فيق راني عندي بلاصة فارغة. Donc on suis en train de lancer le Javadoc. Donc wait et notify, j'insiste parce que j'ai donné une question en DS sur ce point-là et j'ai eu très peu de bonnes réponses. Tout le monde a pensé que le wait et notify sont de la classe thread. Alors que Jitra me fait logiquement, l'objet chaque instance gère le cycle de vie des threads qui essaient d'y accéder dans certaines conditions. Si l'index est égal à ta.length, wait. Si l'index est égal à 0, notify par exemple. Donc on va lancer ici le temps que ça se lance. Enfin, ma notify all. Là, je notifie celui qui est au sommet de la pile. Ou elle a notifié tous ceux qui sont dans la pile. Rappelons qu'il y a deux piles. La pile de ceux qui attendent le verrou et la pile de ceux qui sont en wait. Ceux qui sont en wait, je le répète encore une fois, eh bien, sont réveillés par des notifiers. Alors que ceux qui sont en attente de verrou, c'est l'ordonnanceur qui les réveille. يخرجوا يلقاو الفيرو يخدموا ما يلقاوش الفيرو يرجعوا يستناو في الفيرو. Ok, nice. Donc, comment est-ce qu'on va introduire maintenant le wait et notify dans notre fameux draining board? Il y a l'équivalent de la stack en fait. Là, je me coule le push ou le pop, c'est l'équivalent de laver et sécher. Voilà le producteur et le consommateur. On peut dire if le draining board is empty, si la pile est vide, draining board.wait. Donc c'est bien une méthode de l'objet. استناو عندكم ما تعملوا استناو شكون يستنى c'est ceux qui essaient de le remplir. Donc on fait une condition et on demande un wait si cette condition est vraie. Donc ok. Donc le thread qui essaie de remplir va entrer en wait. Donc ça va entraîner l'interruption de son activité et il vient grossir la file d'attente de l'objet égouttoire. Il reste inactif tant qu'il n'est pas supprimé de la liste d'attente. D'accord? Maintenant, quand est-ce que je le notifie? Je le notifie quand il y a une place qui se vide. Draining board add item plate. Un plat. En fait, j'appelle les threads notify. Je le notifie qu'il y a une place de vide. Là, j'appelle les threads énorme. En fait, il peut y avoir dans la pile wait les threads producteurs et les consommateurs en même temps. Le producteur et le consommateur, donc je les réveille, mais je réveille un des premiers dans la pile. Ça peut être un producteur, ça peut être un consommateur. Ça, si je suis dans le scénario N producteur et N consommateur. Je m'attends N yakhslou ou N yshayhou. Donc, essayons un petit peu de... Tout ça, c'est du code explicatif. On peut s'imaginer grosso modo les méthodes on va voir le code complet. Hein. Ça, c'est des extraits de code. Ça, ce serait plutôt des synchronized draining board. L'égouttoir. Je le mets en synchronized. Pardon. Et s'il est plein, je demande au thread d'entrer en mode attente. Et s'il y a une place qui se vide, voilà plutôt, s'il est vide, je fais un wait. S'il y a un plateau qui est rajouté, je fais un notify.
Et ces deux doivent être dans un bloc synchronized. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'une fois qu'ils sortent du wait, ils doivent demander le verrou. Quand il peut sortir le wait, ou le verrou, ça ne sert à rien. On va rentrer dans la cohérence de départ. Donc généralement, le wait et le notify, on les trouve toujours dans des blocs synchronized. Madame, Oui? كي نعمل wait وأنا في وسط synchronized نقعد في وسط synchronized معناها اسكو الفيرو يقعد مسكر؟ Alors justement, c'est une bonne question. Le wait libère le verrou. Puis t'autres le wait, ça y est le verrou. Ça, c'est une question très importante. Quand le thread qui rentre dans ce bloc-là et l'objet décide de le mettre en wait, en fait, il est obligé de lâcher le verrou. Quand il sort du notify et qu'il veut rentrer, il doit redemander le verrou. Alors, comme c'est un peu délicat, c'est un peu délicat aussi de le faire en fin de séance, ce que je vous propose, c'est j'ai mis un petit peu les bases, déjà, on a vu le synchronize, c'est que la semaine prochaine, on repart sur cet exemple pour, en fin de compte, le voir dans son ensemble. Donc, on va reprendre ce problème et en rediscuter et voir tout le code. Ça marche? Parce que démarrer l'explication à 9h25, 9h25, voilà. C'est un peu délicat. Mais on y est presque. Hein. Alors, on peut s'arrêter là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une question, une remarque? Mahdi, Ghorbil. Madame. Aïk Mahdi Ghorbil. C'est bon, tu oui. Madame بكري كي قلت لنا فما دو بيل داتونت حاجه كيف واحده الويت وواحده لوردونونسور ما فهمتهاش بارتي هيك باهي انت ناديه مره الاخرى سالتني فرد سؤال نادين ولا نادين مدام خاطر donc tu as essaie de quand tu comprends pas quelque chose à tout moment tu peux me poser la question mais de m'arrêter tout de suite d'accord c'est bien de m'arrêter tout de suite. Fais ton bilan régulièrement au cours de la séance. D'accord? Parce que du coup, moi, je vais faire une marche arrière. Alors, وقتاش قلت قبيله كي قلت؟ مادام بكري شويه 5 minutes نتالي اما خاطر تحكي ما نجمش نقص عليك. لا à tout moment قص عليه. Je préfère que تقص عليه régulièrement, pas en fin de séance. Ce que j'ai dit et ce qu'on va reprendre la semaine prochaine, c'est que chaque objet a deux files d'attente. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Une première file d'attente des threads qui attendent le verrou et une file d'attente que l'objet décide des threads que l'objet décide de mettre en wait. فهمنا؟ Deux files d'attente différentes. اللي يستناو في الفيرو واللي يستناو tout court. Wait. واللي يدخل يستنى il est obligé باش يسيب الفيرو للobjet. C'est ce que j'ai dit. وقتاش ندخل في الفيل داتونت الاولانيه الفيرو وقت اللي ندخل في البلوك سينكرونايزد وما نلقاش الفيرو خاطرو عند ثريد واحد اخر ندخل نستنى في الفيرو وقتاش je suis en mode wait quand dans le code l'objet selon une condition particulière par exemple dans la condition si je rajoute un plateau je fais un wait donc s'il rentre dans ce bloc là il rentre dans le bloc wait mais il lâche le verrou. Est-ce qu'à ce stade-là, on peut dire que c'est clair? Parce qu'après, madame, ça va. معناتها فما اللي يستنى في الفيرو واللي يستنى واللي يدخل يستنى تكون لازم يسيب الفيرو. Après, on va voir comment on va voir le code dans son ensemble pour voir comment maintenant il y a des interactions globales. Parce qu'il y a plusieurs producteurs, il y a plusieurs consommateurs. Et comment ils vont interagir, etc. Donc, habite juste pour le حاجة. Et quand l'objet décide de faire un notify, je m'arrête un notify, quand il y a فما شكون حط plateau, يلزم tous les threads qui lavent, يقولوا لهم راهو فما un plateau, vous pouvez le sécher, vous pouvez le supprimer le dégouttoir. Donc, selon cette condition, je vais notifier tous ceux qui sont dans le wait et اللي فما حاجة جديدة صارت.
نجمع notify notify all. Notify c'est le dernier ou notify all c'est tous qui vont rentrer en concurrence. Alors si je fais un notify all, مثلا, tous les threads qui sont dans le wait ils vont chercher le verrou parce qu'ils n'ont pas le verrou. C'est le premier qui prend le verrou qui va finir cette méthode. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Vous voyez un petit peu que ça nécessite des explications à tiroir. D'accord? Il faut être un peu frais pour finaliser cette partie. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Et puis on reprend la semaine prochaine. Ça marche? Est-ce qu'il y a une autre question? Jerbi, Khayati, Bakouche, on peut s'arrêter. Yahyawi. Non, ça va, madame. Oui, madame, on peut s'arrêter. Oui, madame, merci. Ok, allez, à la semaine prochaine. Bye bye, ciao. Ça va. C'est madame.